Bonjour à vous tous qui sont présentiels ou en distanciel. J'ai vu qu'il y avait des collègues de White Schools qui se sont connectés et peut-être de l'EPF. Bienvenue à vous tous. Donc oui, je vais vous présenter aujourd'hui ce qu'on appelle un projet exploratoire. Ce projet exploratoire, Guillaume, peut-être retirer la fenêtre qui s'affiche sur l'écran, qui est partagée. Voilà. Je vais d'abord remercier les partenaires financiers. On a donc 3 Champagne Métropole, le département de l'Aube, Décathlon, l'UTT bien sûr, et le tout avec le soutien de la Fondation UTT. Donc pour cette présentation, je vais vous emmener, on va suivre un fil rouge depuis la genèse du projet en passant par 4 chapitres, jusqu'à la fin, une proposition qui est une émanation des enseignements qu'on a pu avoir de ce projet, qui n'est pas une continuité directe, mais on va voir que cette expérimentation est pertinente. Donc, on va commencer tout simplement tout de suite par la genèse du projet. Donc, on s'intéresse au mode de résilience des fermes en agriculture biologique à cause de la pandémie Covid-19. Eh bien, la pandémie Covid-19, je vous la symbolise par ce chiffre. 170. Alors, à quoi ça peut bien correspondre? Alors, je ne vais pas faire durer le suspense, c'est tout simplement la surface en centimètres carrés de ce masque que vous avez tous. Alors, un système technologique très simple, mais ces simplicités, justement, ouvrent à une universalité d'usage. Donc, quel que soit votre pays, quelle que soit votre nationalité, quelle que soit votre situation socio-professionnelle, vous avez tous ce masque. Et là, je vois devant moi aujourd'hui, pour les gens qui sont présentiels, 95% des personnes possèdent ce masque. Et ce masque, en fait, cache une partie de notre anatomie qui est fondamentale, la bouche. Cette bouche qui nous sert à nous nourrir. Mais justement, on va explorer la chaîne alimentaire. On va voir que la pandémie Covid-19 a pas mal perturbé cette chaîne alimentaire. On va passer d'un processus du champ à l'assiette, cycle de vie. On va partir de l'assiette pour revenir à la base, le champ et donc les fermes qui est notre objet d'étude. Donc les perturbations, vous les voyez, à partir du moment où il y a eu le confinement, beaucoup de restrictions et puis des perturbations au niveau des interactions sociales. On voit là-haut, d'ailleurs, sur l'image en haut à gauche, donc ce restaurant d'entreprise où vous avez les ouvriers qui sont les uns à côté des autres, bien cartographiés. Et on voit une image d'un étudiant, le pauvre étudiant, là, avec son carton qui le cache, une espèce de bouclier qui l'empêche de communiquer avec les autres. C'est malheureusement un certain nombre de choses comme ça qui sont arrivées. Et par contre, d'autres ont réussi à trouver de la créativité pour continuer à avoir cette activité économique, comme des restaurants en France ou ailleurs qui ont créé ces espèces de petites bulles qui permettaient aux gens, malgré tout, d'avoir une vie sociale. Puis avant de manger, bien évidemment, il faut faire les courses. Eh bien, quand on fait les courses, et vous l'avez tous vécu vraisemblablement, des rayons vidés, des achats compulsifs, on a tous vu des gens sortir avec des caddies, avec des tonnes de papier toilette, des quantités de farine, de riz et ou d'huile. C'était assez impressionnant d'avoir cette approche. Et puis en même temps, les magasins ont mis en place des protocoles de distanciation avec des marquages au sol. Quels que soient les pays, en Afrique, en Inde, partout ailleurs, on a eu ces protocoles de distanciation à respecter a priori entre les différents clients et les clients et les vendeurs. Et ça a changé également un certain nombre de choses au niveau de la relation client-vendeur. Quelques exemples ici. Vous voyez là-bas une simple tuyère en termes de créativité pour délivrer la nourriture plutôt que de donner de la main à la main. Ou encore, là, c'était une espèce de fast-food coréen où il y avait un petit chariot où on mettait la nourriture qui était envoyée au client et lui mettait l'argent qui renvoyait au vendeur. Après, d'autres exemples, un peu plus système D, des puisettes là, pour les click and collect sur des drives comme ça, et des choses un petit peu plus stabilisées dans les magasins pour rassurer le client dans son acte d'achat. Venir en étant sûr que le caddie qu'il va toucher est propre, du moins on l'espère. Donc, on a vu des étiquettes sur les rayons de caddie utilisés et des rayons de caddie propres. Si vous voulez avoir plus d'idées de créativité durant cette période Covid-19, allez sur le site internet qu'on a créé qui s'appelle www.innovationcovid19.com et vous aurez tout un panel de créativité dans tous les pays. Alors, avant l'achat-vente, il y a aussi les nouveaux canaux de distribution parce qu'il faut distribuer cette nourriture. Et là encore, on a vu fleurir un certain nombre de nouveaux canaux de distribution physiques, mobiles, éphémères, certains qui perdurent, comme par exemple les food trucks qui ont été utilisés par un certain nombre de lycées et ou de collèges qui n'avaient pas la capacité d'organiser l'approche distancielle au sein de leur établissement. Donc du coup, la simplicité, c'était de donner à manger en extérieur, fast-food, une ligne de queue d'étudiants, et puis au fur et à mesure, ils pouvaient se nourrir.
Des choses très intéressantes en termes de collectifs fermiers qui se sont improvisés dans des drives, dans des villes, pour permettre, continuer aux gens d'avoir accès à une certaine nourriture. Et bien évidemment, on arrive à l'essentiel, c'est-à-dire ceux qui produisent. Donc, toutes ces perturbations ont extrêmement modifié la manière de produire. Certains ont eu beaucoup plus de chance que d'autres, avec une forte demande, et pour d'autres, beaucoup moins de demande, donc plein de possibilités de réaction. Réorienter la production, augmenter, réduire ou carrément arrêter, embaucher ou mettre au chômage technique, avec effectivement, sur le côté psychologique, peut-être rentrer en dépression parce qu'une pression très forte, ou alors carrément rentrer en phase créative, des opposés. Et en fait, tout ça a été, j'allais dire, influencé par un certain nombre de facteurs psychologiques, technologiques, économiques, organisationnels, sociaux et ou écologiques qu'on explorera un petit peu plus tard. Donc, en fin de compte, si on résume un petit peu tout cela, il y a une configuration qui fait que tout ce qui s'est passé, en fait, est au bénéfice des circuits courts. Obligation de télétravail, rappelez-vous, en 2020, télétravail, qui perdure encore. Obligation de télétravail, obligation de mobilité locale, avec les attestations de déplacement dérogatoires qu'on a pu avoir. Plus de temps pour préparer à manger puisqu'on est à la maison. Et donc, du coup, comme on est obligé de se déplacer de façon très locale, des achats locaux plutôt orientés vers des aliments peu ou non transformés pour pouvoir faire la cuisine à la maison. Tout ceci au bénéfice, donc un engouement auprès des producteurs locaux et notamment bio. Alors du coup, on a retransformé un petit peu la question de recherche initiale parce qu'on ne pouvait pas tout faire, l'agriculture biologique, ce n'est pas possible. On s'est donc orienté vers la notion des modes de résilience des petites fermes en agriculture biologique face à la pandémie Covid-19 et bien évidemment les facteurs qui ont influencé ces différents modes. D'un point de vue scientifique, alors je ne vais pas trop vous embêter, mais il faut quand même rentrer dedans, les notions de perturbation et de résilience. Donc on va rentrer dans cet univers de ces deux termes scientifiques. D'abord, d'un point de vue très général, on peut dire qu'une perturbation, c'est à la fois une entité physique ou abstraite qui provoque un déséquilibre dans le fonctionnement que nous, on qualifie de normal de ce système. Ici, une petite vidéo d'un ouragan qui, bien évidemment, si vous êtes dans un pays hautement touristique, va complètement perturber l'économie, l'aspect social, bien sûr, et puis aussi des approches sanitaires avec des problèmes de pollution. L'aspect réglementaire, vous l'avez tous vécu. L'attestation de déplacement dérogatoire qui a complètement changé votre façon de vivre au niveau de vos déplacements quotidiens pour des choses de la famille, pour aller faire à manger, ne serait-ce que pour aller au travail. Ça a imposé quand même pas mal de changements. Ceci pourrait encore être encore plus décrypté par l'intermédiaire d'attributs. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais de perturbations pourraient se décrypter par cet ensemble d'attributs, type, forme, cause, domaine d'influence, temporalité, amplitude. Le point sur lequel j'apporte votre attention, c'est sur le fait qu'à partir du moment où vous touchez une des sphères, qu'elle soit économique, ou qu'elle commence par le social, ou qu'elle commence par le politique ou l'environnemental, ça va nécessairement s'interconnecter avec les autres. Donc on est sur des systèmes complexes. Ces perturbations vont toucher toutes les sphères et donc derrière, quelle prise de décision faut-il prendre face à ces perturbations complexes? Au niveau de l'agriculture, donc la notion de perturbation au niveau agricole, je vous la donne par un des derniers articles qui est vraiment très pertinent. C'est celui de Mevison et Hall. Quand je dis Hall, c'est la quantité des 32 co-auteurs. Si vous téléchargez la publi, 32 co-auteurs. Donc c'est un truc qui est lourd, qui tient d'un point de vue scientifique. C'est issu en fait d'un programme européen. Et on va voir à l'intérieur de cet article, effectivement, la catégorisation des perturbations selon la sphère environnementale, la sphère économique, sociale, institutionnelle et la notion temporelle, qui est extrêmement importante parce que selon les différents domaines, vous êtes sur des cycles totalement différents d'un point de vue temporel et spatial. Au niveau temporel, ici, ils font la différence entre ce qu'ils appellent un choc subi, qui potentiellement peut être réversible, et ce qu'ils appellent les stress à long terme, qui, eux, vont perdurer pendant des mois, voire des années, si ce n'est plus. Bien évidemment, ces perturbations, une fois qu'elles sont arrivées, il va falloir les gérer. Donc, on rentre dans le domaine de la résilience. La résilience, d'une certaine façon, c'est de se dire on va essayer de rebondir suite à quelque chose qui nous a perturbés. Là, je vous ai mis des définitions des dictionnaires. Pourquoi je vous les ai mises? Parce que je veux faire la différence entre la définition française, qui est plutôt pessimiste, par rapport à la définition anglo-saxonne, dans laquelle on trouve des termes positifs du style l'habilité à être heureux, à réussir face à une perturbation auquel on a pu être soumise. Et on verra que ça, c'est parfaitement la philosophie des agriculteurs que j'ai rencontrés sur le terrain.
Alors, si on veut aller un petit peu plus loin, la notion de résilience dans le domaine agricole, parmi les articles scientifiques très pertinents, il y a ceux de Walker, notamment, où il considère qu'une ferme est un système socio-écologique qui se caractérise par 3 capacités. La capacité, quand on a une perturbation, à se réorganiser. On a les mêmes entités, on se réorganise et on assure la même fonctionnalité. Une autre capacité qui est la capacité de prise de décision. Donc, on est sur l'humain. On est dans le domaine des sciences humaines et sociales. Psychologiquement parlant, comment je fais pour continuer à prendre des décisions en situation de stress. Et puis, la transformabilité qui, en fait, je change la structure de ma ferme pour réaliser autre chose, des fonctions qui ne sont pas nécessairement les mêmes que celles initiales. Tout cela se représente d'un point de vue graphique par ce qu'on appelle des bassins d'abstraction. Une ferme, c'est une entité avec différents éléments. Ces éléments peuvent avoir différents états. Donc, si je prends une configuration d'état possible, stable, on peut en avoir plusieurs. Eh bien, quand on a une perturbation, on va essayer, on est poussé par rapport à l'équilibre, on va essayer de générer de l'énergie, soit pour revenir dans l'état initial, la configuration initiale, ou passer dans un autre état de stabilité. Graphique, cette représentation m'est suffisamment compréhensible. Et par la suite, on a vu apparaître des ouvrages de la part de Dernhofer, donc ce n'est pas le seul, il y en a plein d'autres qui sont très intéressants de Dernhofer, sur la prise de conscience, et ça c'est très important, des échelles d'espace et de temps. Nous sommes sur des systèmes complexes, dans lesquels on va avoir différentes sphères qui vont être impactées, l'écologie, l'économie, le social et le politique. Et ce sont des cycles, mais des cycles qui ne sont pas du tout en cohérence d'un point de vue de la synchronisation temporelle. Les cycles écologiques ne sont pas les mêmes que les cycles sociaux ou les cycles politiques. Donc tout ça, c'est très pertinent de le connaître. Et en plus de ça, selon que vous vous situez à un niveau spatial local, régional, national ou international, les dimensions changent encore. Alors vous retrouvez comme ça avec des espèces de graphiques, avec ces trucs qui tournent, mais qui prouvent le lien entre elles. Et à partir du moment où vous avez connaissance justement de ces liens, mais c'est un minimum d'avancement pour essayer de comprendre comment la résilience des systèmes agro peuvent fonctionner. Voilà, donc si on mélange un petit peu les différents articles dont je vous parlais tout à l'heure, ceux de Walker et ceux de Dernhofer, eh ben, ça donne naissance à Mavicen, j'y reviens, qui donne vraiment un cadre très intéressant pour analyser la résilience des fermes, avec une conclusion très intéressante. En fait, si on veut étudier la résilience des fermes, ce n'est pas tant étudier ce qu'elles doivent être, parce que de toute façon, les perturbations vont venir et elles vont nécessairement changer, se transformer. Donc, c'est plutôt la capacité à évoluer, à ouvrir des possibles par rapport aux différentes perturbations qui pourraient survenir par la suite. Donc voilà, c'est le bagage scientifique qui m'a aidé à partir et aller à la rencontre des fermes. Au total, 23 fermes pendant 6 semaines. Bien évidemment, on ne pouvait pas voir tous les types de fermes, ce n'était pas possible. Il y a des fermes bio-monoculture, des grands espaces. Donc, on a choisi un référentiel. Ce référentiel, c'est celui de fermes d'avenir, des fermes qui ont des démarches agroécologiques. Et je suis donc allé sur le terrain pour les rencontrer, mais je l'ai fait d'une certaine manière. Je vous présente ici le professeur Anil Kumar Gupta. Ça fait 40 ans que ce professeur, qui est prof à l'Indian Institute of Management Ahmedabad, en Inde, top 20 des business schools, navigue dans les zones rurales de l'Inde au moment où c'est le plus difficile pour les agriculteurs. Et il capte la créativité et l'innovation de ces agriculteurs avec lesquels il fait des échanges d'informations pour monter en puissance dans ces régions très difficiles. Et il a une certaine philosophie dans son approche. Écoutez. Samvedana. Sam means equal. Vedana means pain. When I feel your pain as intensely as you feel it, it does not remain your pain, it becomes my pain. On est sur de l'empathie. Si vous voulez comprendre une situation où les gens sont vulnérables, eh bien, il faut que vous-même vous mettiez en position de vulnérabilité pour ressentir la situation et avoir une meilleure analyse. Eh bien, pour moi, c'était la seule façon possible de faire cette approche avec les fermiers. Donc, je me suis mis en position de vulnérabilité puisque ces fermes subissent 24 heures sur 24 les conditions climatiques. Je dois subir les conditions climatiques 24 heures sur 24. Puisque ces fermiers ont les pieds sur leurs parcelles, qui sont également leur lieu de vie, eh ben, je vais m'obliger aussi à avoir les pieds sur terre durant tout mon parcours. D'où l'idée de se déplacer à pied, 1000 km,
ça fait un petit peu beaucoup quand même, avec un chariot qui se branche ici au niveau des hanches, avec tout le matériel technique avec lequel je me déplaçais, en totale autonomie énergétique et l'habitat. Il faut bien comprendre que je vais rencontrer des gens qui font extrêmement attention à leurs impacts environnementaux. Donc, je ne voulais pas moi-même, en venant chez eux, être un facteur supplémentaire d'impact environnemental, ne serait-ce qu'en me branchant sur une prise électrique pour recharger mes batteries ou mes systèmes technologiques. En plus de ça, dans ce processus d'interview, pas de prise de notes. Je ne voulais pas créer de rupture en prenant le temps d'écrire. Donc, tout s'est passé en audio, en vidéo, etc., bien évidemment avec le raccord, ce qui m'a donné un corpus très intéressant à exploiter. Et en fait, là, on n'en est qu'au début de l'exploitation parce que ça prend du temps. Je rappelle que je suis revenu de ce périple mi-septembre. Alors voilà, juste quelques extraits de vidéos. Bon, en fonction des flux vidéo que vous avez, ça passera plus ou moins bien. Là, c'était un des derniers départements dans lequel j'étais, le Gers. Alors, quelques petits passages rigolos. Bon, là, franchement, il y a eu des espaces vraiment beaucoup plus difficiles, notamment en forêt. Mais toujours est-il que cette approche immersive m'a vraiment complètement ouvert les possibilités de discussion avec les fermiers. Quand je suis allé les voir, ils m'ont tout de suite accepté au-delà de mes espérances. En fait, j'avais l'impression d'être un psy. Ils m'ont divulgué absolument tout, tous leurs problèmes, toutes leurs pensées, toute leur façon de faire, etc. Je veux dire que c'était assez impressionnant. Donc voilà, je vais rentrer maintenant dans le retour d'expérience de cette immersion, en prenant le parti pris de vous parler notamment d'une des fermes. Cette ferme, c'est celle-ci, cette ferme au gré du temps. Retenez bien le nom. Alors qu'auparavant, il s'appelait l'escargot bourguignon. Pour essayer de comprendre un petit peu la philosophie de cette ferme que je connaissais déjà. Je l'ai visitée il y a 4 ans en arrière quand j'ai fait venir le professeur Anil Kumar Gupta en France. Donc, on est allé les voir. Et à l'époque, c'est vrai qu'ils étaient surtout positionnés sur les escargots. Regardez ce que Frédéric Marcoyou, donc un des associés de la ferme, disait à l'époque. Lorsqu'on a visité pour la première fois la maison, il y avait beaucoup d'escargots dans le jardin. Donc, c'était comme une évidence, on va produire des escargots en Bourgogne. Alors, pour ceux qui sont en France, escargot de Bourgogne, ça dit bien évidemment des choses. Mais attention, sachez que 90% des escargots dits de Bourgogne sont produits en Europe de l'Est. Et à l'époque où Frédéric s'est installé en Bourgogne, il n'y avait pas de producteur d'escargots. Il n'y a pas d'AOC. Donc, du coup, n'importe qui fait de la production d'escargots peut définir que ce sont des escargots de Bourgogne. Mais là, ce qui était intéressant, c'était la capacité d'observation du territoire pour en tirer l'essence même. Beaucoup d'escargots, donc j'allais produire des escargots. Donc, au début, c'était des escargots, et puis au fur et à mesure, ça s'est amplifié. Donc, vous voyez, escargots encore, mais de moins grande ampleur, champignons, confiture, miel, de la viande, agneau, lapin, sorbet, glace, compote, et aussi une volonté très forte de communiquer et d'informer sur leur métier, avec des visites pédagogiques pour des visiteurs, des écoles. Alors, qu'est-ce qui se cache derrière le concept de ce type d'entreprise? Là encore, je reprends les propos de Frédéric. On expérimente constamment, on accepte de faire des erreurs, on s'approprie nos outils de production, on amplifie les synergies tout en se diversifiant, on s'adapte, 3 petits points, au gré du temps. Voici une ferme qui, d'un point de vue foncier agricole, possède moins d'1 hectare et qui pourtant dégage 3 salaires. Il y a de quoi réfléchir derrière. Eh bien, j'enfonce le clou de la philosophie. Écoutez, avec cette vieille brebis qui n'est plus productrice. On la garde parce qu'elle est très sociable. Bah ouais, apparemment. Très calme. Et donc, quand on la met avec des jeunes agnelles, elle apaise un peu tout le monde. Ah. Et en fait, ce rôle-là, ça vaut largement le coup de la garder. Bah, tu m'étonnes. Parce que ça fait partie ce travail qu'elle fait avec les autres, et certes, si on raisonnait que en productivité pure, elle n'est pas rentable, cette brebis. Tu es très belle. Mais... Tu sais ça, tu es très belle. Ah oui, tu es très très belle. Mais si on regarde plus les choses dans leur globalité, si, elle est intéressante, cette brebis. Alors je vais reprendre un petit peu parce que le son n'était peut-être pas nécessairement assez fort. Cette race de brebis, Tône et Marteau, est extrêmement robuste. Elle a failli disparaître dans les années 70. Donc, il y avait déjà un choix de la part du fermier d'aller chercher une race qui était proche de la disparition.
En plus, extrêmement rustique, parfaitement adapté au changement de saison. Pas besoin d'étable. On verra que ça a des conséquences derrière. Rappelez-vous, si on raisonnait en pure productivité, donc c'est une vieille brebis, elle ne produit plus de lait, elle n'est pas rentable. Mais si on regarde les choses dans leur globalité, elle est très intéressante. Cette vieille brebis a un rôle d'apaisement auprès des autres animaux. Un animal qui n'est pas stressé est un animal qui aura une bonne production de lait. Un animal qui n'est pas stressé est un animal qui ne tombera pas malade, donc pas de coûts en termes de frais pour les vétérinaires. Associé à cela, une volonté très forte de la maîtrise de l'outil de production, une condition sine qua non de la maîtrise des dépenses et donc de la rentabilité. Et là, on peut identifier deux aspects. Le do-it-yourself, la volonté donc de maîtriser technologiquement parlant l'outil de travail, donc des gens qui construisent eux-mêmes leur outil de production. Là, en l'occurrence, au gré du temps, remorques recyclées en trieuse manuelle, des cages à lapins mobiles, je vous dirai pourquoi tout à l'heure, donc un ensemble de choses qu'ils fabriquent eux-mêmes. Et en plus de cela, une approche de ce qu'on appelle la juste technologie. Choisir dans le contexte, en fonction des ressources du territoire, la technologie qui est juste nécessaire pour faire ce qu'on a à faire. Donc, on oublie les trucs qui sont superfétatoires d'une certaine façon, on se focalise que sur ce qui est juste nécessaire et derrière, nécessairement, beaucoup moins de dépenses. Donc là, en l'occurrence, pas de treilleuse automatisée, pas de facture d'électricité, vous n'avez pas besoin de groupe électrogène et donc de payer l'essence par la suite et potentiellement payer pour la maintenance du groupe électrogène. Là, vous avez une chaise, le seau et vous triez votre cheptel. Qu'est-ce que je peux dire encore? Oui, des choses relativement simplifiées concernant les labos de transformation et pas d'étable. Pas d'étable, ça veut dire pas de construction, pas de maintenance du système, tout simplement parce que vous avez des animaux qui sont extrêmement performants en termes de résistance pour passer d'une saison à une autre. Et en plus, comme vous ne les chamboulez pas en les sortant, en les rentrant, etc., moins de problèmes digestifs, moins de maladies et moins de traitements via des vétos et donc des frais que vous n'aurez pas en plus. Hein? Précision aussi, quasiment pas de foncier agricole. Concernant les brebis, ils font de l'éco-pâturage. Je mets mes brebis dans un champ où un fermier a besoin qu'on nettoie un petit peu, ça nourrit les brebis et en même temps, vous rendrez service aux fermiers d'à côté. Donc oui, effectivement, c'est un schéma récurrent chez tous ceux que j'ai pu visiter. Ils cherchent tous à optimiser, maximiser la maîtrise technologique de leur outil de production. Donc, de l'autoconstruction, ça veut dire derrière des ateliers, donc des systèmes techniques pour fabriquer, donc des compétences réelles en électricité, en menuiserie et pas que en numérique. Ce sont des gens connectés. Ils ont tous une page Facebook quelque part qui leur permet de donner des informations avec leurs clients, tel jour je serai à tel marché, etc. Donc des compétences vraiment amplifiées et tout ça en amplifiant également la notion de prototypage. Comme ce que vous avez ici, peut-être l'exemple de la serre sous forme de dôme de la ferme de Cagnols, où en fait vous avez des tables de pépinière, tables chauffantes, mais qui sont alimentées non pas en électricité, mais via un énorme compost par la technologie qui date des années 70, de Jean Pin, mais des choses qui fonctionnent parfaitement, et donc du coup aucune dépendance par rapport au réseau électrique. Donc si vous avez des vulnérabilités aux fluctuations du coût de l'électricité, ce qui est actuellement réel, pour certaines entreprises c'est très dur, ici, pas de problème. Autonomie énergétique complète, avec pour certains autres, donc une autonomie via des panneaux solaires ou autres énergies renouvelables. Et tout ça va permettre d'amplifier les synergies au sein du territoire. J'en ai choisi deux toutes petites, mais qui sont très significatives de la manière de penser. Éco-pâturage avec des lapins. On se demande, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Eh bien, vous produisez des escargots. Les escargots sont dans un parc en extérieur. Vous avez de l'herbe, l'herbe va pousser. Mais au moment de la récolte des escargots, vous n'allez pas prendre une tondeuse pour couper l'herbe, parce que là, vous faites un méchoui d'escargots. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous créez des cages mobiles dans lesquelles vous mettez des lapins. Les lapins ne sont pas suffisamment lourds pour écraser les escargots. Et les lapins vont manger l'herbe. Ils vont nettoyer la parcelle. Vous retirez la cage, la parcelle est nettoyée, vous ramassez les escargots. Et les lapins sont en mangés. Comprenez un petit peu la suite des choses? Et là, j'ai récupéré, juste à la fin de l'année, la page Facebook de Frédéric, dégustation du sapin de Noël, qui est aussi un bon vermifuge pour nos moutons. Ils expérimentent constamment, ils essaient, ils font des tests. Et ça, c'est
c'est typique justement de cette optimisation systématique de la circularité des flux. Rien n'est considéré comme un déchet. Tout est considéré comme une opportunité. Ça sous-entend derrière des capacités, des compétences d'observation du territoire et de la réappropriation de ces ressources. Et du coup, ça permet une systématisation d'expérimentation qui, ils l'avouent tous, hein, ok, il y a plein de trucs où on se plante, on fait des échecs, mais un échec, ça donne l'idée de faire autre chose. Donc, ils sont tout le temps dans ce processus d'amélioration continue sans jamais avoir la perception d'une perturbation comme étant quelque chose de mauvais, à chaque fois quelque chose qui permet d'améliorer la situation. Les exemples photographiques que vous avez là, donc il y en a quelques-uns. Alors oui, mettre des plantes mellifères sur les supports des haricots, etc., ça va attirer les pollinisateurs, donc une meilleure production. Sur l'image de gauche, là-bas, c'était du fumier. Donc le jardin de Laura, si je ne me trompe pas, qui était situé à côté d'une ferme bovine bio. Donc du coup, ils utilisent le fumier de la ferme d'à côté en direct pour le maraîchage. En bas à droite, un superbe collectif, le collectif des arbolets. Donc, on a élevage porcin, élevage ovin, maraîchage qui mutualise, ici en l'occurrence, du matériel technique. Donc, une vraie visualisation de qu'est-ce qu'on a, comment on peut l'utiliser, comment on peut amplifier son usage sur le territoire. Alors, bien évidemment, une fois qu'on a tout ce système-là et qu'on a des perturbations, on va prendre des décisions. Et ces prises de décision sont fortement liées à la capacité d'adaptation et ou de transformation. Je vous donne un exemple. Donc, on est en 2020, époque de confinement. Les escargots, c'est plutôt un produit de fête. Escargots persillés, machin, etc. Donc, c'est plutôt en fin d'année où on les utilise, on les mange. Les gens, ils n'avaient pas la tête à la fête. Donc, du coup, il y avait très peu de demandes d'escargots. Pas grave. J'allais dire, ils avaient un système technologique, en l'occurrence un lieu de production, qui permettait de switcher entre les escargots et les champignons. Je m'explique. Les escargots hibernent. Donc, ils ont une cave dans laquelle vous avez une certaine température, une certaine humidité. Et en fait, cette cave, elle est parfaitement adaptée, quasiment en ne changeant rien, pour produire des champignons. Alors, Frédéric avait déjà eu une formation pour créer une champignonnière auparavant. Donc, il avait déjà des idées vraisemblablement en tête. Mais le fait que vous ayez la structure déjà quasiment opérationnelle, en changeant pas grand-chose, en mettant des petites planches pour mettre les substrats, etc. Et les champignons, ça pousse super vite. Je vous garantis qu'ils ont eu 3 mois de production intense et qui a complètement sauvé le chiffre d'affaires de l'année. Cette diversification les a vraiment aidés. Donc, vous voyez ici, il y en a un certain nombre de facteurs que j'ai identifiés, technologiques, économiques, écologiques, organisationnels, psychologiques, ce côté très positif qui leur permet justement de rebondir assez facilement. On a quasiment le même exemple avec l'histoire des glaces, qui sont aussi un truc plutôt festif. Comme il y avait beaucoup moins de demandes, c'est pas grave. On a du lait pour faire des glaces, on n'en vend pas, on va faire des yaourts de brebis fruités, parce qu'ils ont des arbres fruitiers, donc les fruits sont utilisés. Les arbres permettent de protéger l'aspect maraîchage contre les vents, donc moins de produits gelés par les gelées potentielles. Et là encore, ils ont réussi à sauver une partie de leur production en switchant de l'un à l'autre. Mais ils le font tout le temps, en fin de compte. Et c'est ça qui donne la force exceptionnelle de ce genre d'entreprise. Donc, voici un certain nombre d'impressions générales. Attention, ce ne sont pas des affirmations. C'est ce que moi, j'ai collecté de ceux que j'ai pu voir. La capacité à générer de la résilience tient beaucoup moins à la structure de la ferme en elle-même que de la capacité psychologique à aborder ce que nous, on appelle des perturbations, qui n'est pas vu de cette manière-là de leur part. Je vais quand même revenir au niveau de la structure. La plupart sont diversifiés. Mais cette diversification n'a pas un objectif de production. C'est surtout pour, en fait, se rapprocher de la biodiversité. Dans la nature, vous avez la faune et la flore. Eux, ils veulent se rapprocher de ça. Combinaison de l'un avec l'autre. Le fait de produire bio, c'est avant tout à la base pour donner une nourriture saine à sa famille et par extension aux clients. Et du coup, un profond respect de la terre parce que vous vivez sur cette terre qui est votre lieu de vie et votre lieu de production. Donc, des pratiques respectueuses des sols parce que c'est les sols à partir duquel tout pousse. Cette fertilité est extrêmement importante. En éliminant pour une bonne part les aspects de labour. Donc, on est donc dans une approche, notamment pour le maraîchage sol vivant. Et pour l'aspect psychologique, je le disais tout à l'heure, moi, j'utilise le terme d'événement perturbateur, mais pour eux, ils visualisent un truc qui arrive, c'est une opportunité, point barre.
Autre facteur intéressant, c'est au moment du confinement, beaucoup de citadins se sont réfugiés à la campagne. Eh bien, un certain nombre de ces fermes ont vu venir chez eux des citadins, des amis, qui se sont dit, on va peut-être aller à la campagne plutôt que de rester coincés dans nos appartements, dans les immeubles. Et du coup, il y a eu une autre vision, une autre perception de la part de certains citadins par rapport à cette vie à la campagne. Qu'est-ce que je peux rajouter d'autre en plus? Ah oui, la perception de ce qu'on appelle l'exploitation agricole. Aucun de ceux que j'ai rencontrés n'accepte ce terme d'exploitation qui est beaucoup trop connoté à la volonté de tirer profit abusif de la terre. C'est une ferme, une structure agricole, mais en aucune façon une exploitation agricole. Et assez paradoxalement parlant, ce sont des gens qui ont une vision assez pessimiste de l'avenir. Donc, une amplification de la recherche d'autonomie énergétique pour l'eau ou autre, etc. Mais en fin de compte, ça devient une force, ou plutôt une faible vulnérabilité par rapport aux aléas du marché, comme par exemple l'augmentation des prix actuels de l'électricité et ou du gaz. On va prendre un peu plus de hauteur par rapport aux parties prenantes qui s'intéressent à ce genre de structure. Des systèmes agroécologiques ignorés, voire méprisés par les parties prenantes. J'ai visité 23 fermes. 23 structures différentes. Cela sous-entend que derrière, il y a un blocage quelque part, notamment par rapport aux chambres d'agriculture. Je ne dis pas toutes, mais pour une bonne part de ceux que j'ai rencontrés me l'ont dit, une méconnaissance de la manière de faire pour eux. Et du coup, ça se ressent au niveau des formations. Les BPREA, c'est quoi? C'est les brevets professionnels pour être responsable d'exploitation agricole. Mais oui, mais basé en fait sur des modèles, j'allais dire, traditionnels, notamment agro-industriels, monoculture, etc. Même s'il y a du bio, bien sûr, dedans. Mais les modèles ne sont pas du tout adaptés à leur situation. Alors, quand vous avez un jeune qui fait cette formation et qui commence à montrer la manière de faire, les autres, ils sont complètement largués, excusez-moi l'expression. Ils ne comprennent pas ce qui se passe. Et cette mécompréhension, vous la voyez également au niveau des banques. Des banques qui sont ignorantes et méfiantes envers ces projets-là. Alors, il faut savoir qu'en plus, moi je parle de projets extrêmement professionnels. Parce que les gens que j'ai rencontrés, il y a deux catégories. Des gens qui sont hautement diplômés, donc des ingénieurs agronomes. Donc je peux vous dire que quand ils déposent un dossier pour la création de leur entreprise, ils savent de quoi ils parlent. Pour les autres, ce sont des gens qui n'ont pas nécessairement de diplôme, mais qui ont navigué à droite et à gauche dans différentes régions, dans différents pays, donc ils ont acquis une somme invraisemblable de compétences dans le domaine agricole. Eh bien, les dossiers qu'ils apportent à ces banques sont très bien structurés. Mais vu que les banquiers ne savent pas de quoi ils retournent, ils vont jeter au panier assez facilement ce genre de dossier. Ce qui est assez... Alors après, la question budgétaire. Quand vous avez des investissements qui ne sont pas très gros, le banquier, derrière, en termes de retour sur investissement, taux d'intérêt, il ne va pas y trouver grand-chose. Mais c'est quand même assez aberrant de voir ce type de sélection, ou plutôt de refus de la part des banques. Et je vais parler quand même d'une chose supplémentaire. Quand on est dans les chambres d'agriculture ou qu'on fait son BPREA et que le jeune apporte son projet en agroécologie, eh bien, à la base, dans les modèles qui sont proposés, ils intègrent automatiquement les subventions PAC. C'est-à-dire qu'on est en train de valider, dès le départ, une structure agricole en le mettant déjà sous perfusion des subventions agricoles de l'Europe. Et à partir du moment où il y aura un bug quelque part, il est évident que les gens n'arriveront plus à survivre d'un point de vue économique dans leur entreprise. Donc là, il y a quand même des choses assez aberrantes dans la manière dont on aborde aujourd'hui l'agriculture. Et je vais encore plus loin. Plus d'un suicide d'agriculteurs tous les 2 jours. Très concrètement, c'est de la non-assistance à personne en danger. Même s'il y a eu, il y a 1 an en arrière, le député d'Amézin qui a déposé un dossier justement par rapport à l'approche des suicides dans le domaine agricole, le dossier que j'ai parcouru me semble trop light quand même, parce que c'est juste de l'observation et de l'aide potentielle auprès des agriculteurs en difficulté. Alors la MSA, qui est la mutuelle sociale agricole, fait pas mal de choses. Il y a ce qu'on appelle des sentinelles qui observent, qui peuvent se passer et qui peuvent donner des informations. Il y a aussi un numéro de téléphone. Mais en fait, c'est un point de vue global qu'il faut avoir. Vous ne pouvez pas aborder ce genre de situation en n'ayant qu'une petite touche quelque part. J'enfonce le clou un petit peu. Pourquoi? Parce que dans la plupart des situations de suicide, ce sont des gens qui, d'un point de vue économique, n'y arrivaient plus. Une telle pression, surtout économique, qui en partie est due au suréquipement qu'ils ont acquis dans leur ferme,
des gros tracteurs, des grosses machines, etc. Donc, on arrive en fait à une sorte de prolétarisation due au suréquipement. Mais ce n'est pas la seule chose qui intervient. La pression du territoire, la pression du patrimoine, la pression de la famille. Vous êtes un jeune, vous voulez passer en bio. Le père, le grand-père ont toujours été en conventionnel. J'ai rencontré des agriculteurs qui n'étaient pas que dans le bio, donc j'ai vu ces gens qui étaient aussi dans le conventionnel, donc j'ai changé de regard aussi par rapport à cela. Eh bien, le jeune, ça n'a pas du tout fonctionné avec son père, il a fait plusieurs tentatives de suicide, il s'en est sorti heureusement, mais rupture complète avec la famille, parce que incompréhension dans la stratégie agricole, et ce gamin-là, il s'est retrouvé opérateur agricole dans une ferme qui n'est d'abord même pas bio, et il a coupé les ponts complètement avec sa famille. Et du coup, derrière, pas de reprise familiale au niveau de la structure. Et si on met en plus en lien tout cela avec notre souveraineté alimentaire, 7 millions de personnes en 2020 ont eu recours à l'aide alimentaire en France. On a quoi de se poser des questions par rapport à la vision globale de notre stratégie agricole et alimentaire. Après, il y a un certain nombre de solutions qui sont mises en avant. On a vu dernièrement, au niveau du ministère de l'Agriculture, des propositions concernant des systèmes ultra-tech, robotisation, etc. Mais attention, c'est une vision simpliste des choses, de se dire on va prendre de la super techno, d'autant plus pour faire de la monotâche, donc des systèmes ultra-tech chers pour de la monotâche. Ça a vraisemblablement une utilité, mais en aucune façon pour la globalité des structures et rien de moins sûr par rapport à notre souveraineté alimentaire. Donc, il y a vraiment un positionnement global qu'il faut essayer d'avoir. Alors, je vais quand même vous redonner des choses un petit peu positives parce que là, j'étais en train de tomber dans le très expressif dans mes propos. Là, il y a encore beaucoup d'exploitation des données. On en est au début. Ce que je vous propose maintenant, c'est... Alors, ce n'est pas la continuité du projet, mais un certain nombre d'enseignements qu'on a eus dans le cadre de ce projet nous amènent dès aujourd'hui à rentrer dans une expérimentation qui a lieu ici à l'UTT. On va mettre en place ce qu'on appelle une microferme urbaine. J'ai 2 slides là-dessus. Une microferme urbaine permaculturelle et citoyenne. En fait, on va se réapproprier le territoire urbain à partir de valeurs environnementales, agricoles et culturelles. Très techniquement, ça va consister en quoi? Une pépinière agricole en symbiose avec une pépinière de talent. On n'est pas en rural, on est en urbain. Quartier prioritaire, faiblesse sociale, beaucoup de gens au chômage. Et bien en fait, on va combiner à la fois les aspects agricoles et les aspects sociaux. Et le langage s'y prête plutôt bien. Fertiliser les sols, fertiliser les esprits, tutorer une plante, tutorer un jeune qui a besoin de support pour pouvoir se développer et mettre en avant ses talents. En sachant qu'on a pris un parti pris. Permaculture. On est dans une microferme en permaculture. On élimine complètement le côté high-tech des systèmes en hydroponie ou autres. On revient à la maîtrise complète de l'outil technologique sur lequel on se positionne. Donc voilà, ça va se passer sur 5 phases fondamentales. Dans les 6 premiers mois, on sera sur les phases de maquettage et de prototypage en incluant la population. Et on va voir qu'au fur et à mesure que le système va prendre de l'ampleur, donc le système agro-social va se développer, tout en diminuant les contraintes sociales des quartiers prioritaires de la ville tels qu'on les entendait auparavant. À noter que ça se fait de façon très inclusive, c'est-à-dire que c'est un projet de recherche, mais on inclut directement la population dans ce projet avec du prototypage. Je prototype de la même manière que les agriculteurs font du prototypage dans leur exploitation. Prototypage d'une certification qu'on appellera habitant expert QPV agricole. QPV, c'est pour les quartiers prioritaires de la politique de la ville. Et donc, on va faire en sorte de donner une certification de la même manière qu'il existe, si vous le savez peut-être, la certification de patient expert. Eh bien, on va passer de la même manière. Donc, voilà un projet qui démarre en ce moment même. Et puis, je ne vais pas vous laisser comme ça. Hein. Pour ce périple de 1000 km, je vous invite à revenir plus tard à l'UTT, du 5 mars au 8 mai 2022, puisqu'il y aura une exposition à la bibliothèque universitaire, en sachant que je vais vous immerger dans ce monde. Ne pensez pas venir simplement en regardant des photos, non. Vous allez être acteur de cette exposition, donc une expérience interactive et immersive qui, j'espère, vous plaira. Merci beaucoup pour votre écoute. Et puis maintenant, je suis prêt à discuter, à débattre avec vous. Merci beaucoup. Merci.